Imaginez-vous dans une salle de tribunal. L'air est lourd, chaque murmure est amplifié par le silence tendu. D'un côté, une femme qui a tout perdu, de l'autre son mari et sa maîtresse, unis par le mensonge. Vous pensez connaître l'issue, mais vous êtes loin d'imaginer le secret qui s'apprête à être révélé. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un divorce, c'est l'histoire d'une femme qui, acculée, a trouvé la force de se battre et de faire éclater une vérité dévastatrice, changeant le cours de plusieurs vies à jamais. Préparez-vous à une histoire où la justice prend un chemin totalement inattendu. Camille et Lucas formaient le couple idéal, du moins en apparence. Installés dans un magnifique appartement du 6e arrondissement de Lyon, avec vue sur le parc de la Tête d'Or, leur vie semblait tout droit sortie d'un magazine. Lucas était un directeur charismatique et ambitieux dans une grande entreprise de services du numérique du quartier de la Part-Dieu. Camille, traductrice indépendante, avait mis sa carrière entre parenthèses pour élever leurs 2 enfants, Léa, 8 ans, une rêveuse passionnée de lecture, et Hugo, 4 ans, un tourbillon d'énergie. Elle avait créé un cocon familial chaleureux, sacrifiant ses propres ambitions pour la réussite de son mari et le bonheur de ses enfants. Elle pensait que leur amour était un roc, une forteresse inébranlable, mais elle ignorait que les plus grandes forteresses peuvent se fissurer de l'intérieur, rongées par des secrets inavouables. La pluie fine de novembre crépitait sur le pare-brise de sa Peugeot. Camille venait de déposer un travail urgent et avait décidé de faire un détour par le bureau de Lucas pour lui faire la surprise de déjeuner ensemble. En s'approchant de la tour moderne où il travaillait, elle l'aperçut sur le parvis. Un sourire naquit sur ses lèvres, mais il se figea aussitôt. Une jeune femme, élégante et élancée, une certaine Chloé du service marketing, s'approcha de lui. Sous le ciel gris de Lyon, elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser amical, c'était un baiser passionné, possessif. Lucas, son Lucas, lui rendit son étreinte avec une tendresse qui transperça le cœur de Camille. Le monde s'effondra. Les bruits de la ville, les klaxons, le murmure de la pluie, tout disparut. Il ne restait que cette image, gravée au fer rouge dans son esprit. Le couple monta dans la voiture de Lucas et s'éloigna, la laissant seule dans son véhicule, le souffle coupé, noyé dans un silence assourdissant. Camille resta prostrée dans sa voiture, incapable de bouger, le regard vide fixé sur le balai des essuie-glaces. Chaque battement de son cœur était un coup de poignard. Des questions tourbillonnaient dans sa tête, violentes et chaotiques. Depuis quand? Pourquoi? Était-elle si aveugle? Toutes ces soirées où il rentrait tard, prétextant des réunions importantes, tous ces week-ends de séminaire, tout n'était qu'un tissu de mensonges. La douleur la submergea, une vague glaciale qui menaçait de la noyer, puis la colère prit le dessus, une rage sourde et puissante monta en elle. Ce n'était pas seulement son mari qui l'avait trahie, c'était le bâtisseur de leur vie commune, le père de ses enfants. Elle serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Elle devait aller chercher Léa à l'école. Pour ses enfants, elle devait tenir. Elle démarra la voiture, le moteur rugissant comme sa propre fureur intérieure, et s'engagea dans la circulation, le visage baigné de larmes silencieuses. Ce soir-là, l'appartement était étrangement silencieux. Les enfants dormaient enfin. Camille attendait Lucas dans le salon, la lumière tamisée masquant mal la tension palpable. L'odeur du café qu'elle s'était fait pour tenir emplissait la pièce. Quand il entra enfin, vers 22 heures, il affichait ce sourire fatigué qu'elle connaissait si bien. « Salut, ma chérie !» journée épuisante. Il se pencha pour l'embrasser, mais elle se recula. Son sourire s'effaça. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, l'air faussement inquiet. La voix de Camille était un murmure glacé. « J'étais près de ton bureau aujourd'hui, Lucas. Je t'ai vu. » Elle marqua une pause, le laissant absorber le poids de ses mots. « Je vous ai vu, toi et Chloé. » Le visage de Lucas se décomposa. La surprise, puis la panique, et enfin une froide résignation. Il ne nia même pas. Il passa une main lasse sur son visage et s'assit lourdement dans le fauteuil en face d'elle. Le silence qui suivit fut plus terrible que n'importe quel cri. « Écoute, Camille, ce n'est pas ce que tu crois, commença-t-il d'une voix qu'il voulait apaisante, mais Camille l'interrompit,
sa voix tremblante de rage contenue. « Ne me mens plus, Lucas, pas après ça. Dis-moi la vérité. Depuis combien de temps ?» Il soupira, vaincu. « Quelques mois, mais ça ne signifie rien. C'est toi que j'aime, c'est notre famille qui compte. » Ces mots, censés la rassurer, eurent l'effet d'une insulte. « Ça ne signifie rien? Tu te moques de moi? Tu veux continuer comme si de rien n'était? Mener une double vie ?» s'indigna-t-elle. Lucas se leva, adoptant une posture autoritaire. « Je ne veux pas de divorce. Pense aux enfants. Un scandale nuirait à ma carrière. Nous allons surmonter ça. » Il parlait d'eux comme d'un projet d'entreprise, d'une crise à gérer. Il n'y avait aucun remords dans sa voix, seulement de la stratégie. Camille comprit alors avec une clarté effrayante que l'homme qu'elle avait aimé n'existait plus. À sa place se tenait un étranger, froid et calculateur. La nuit fut un cauchemar éveillé. Camille dormit dans la chambre d'amis, ou plutôt, elle fixa le plafond, chaque ombre dans la pièce se transformant en un monstre de ses angoisses. Le lendemain matin, Lucas partit avant même que les enfants ne se réveillent, laissant un vide glacial derrière lui. Camille réalisa qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Vivre sous le même toit que lui, prétendre que tout allait bien devant Léa et Hugo, était une torture insupportable. Après avoir déposé les enfants, elle appela sa seule véritable amie, Manon. « Il me trompe, Manon, il veut que je l'accepte. » Sa voix se brisa. Manon, pragmatique et loyale, ne perdit pas de temps en vaines consolations. « Tu ne vas pas rester une minute de plus là-bas. Il te faut un avocat. Un bon. J'en connais un. Il est spécialisé dans les affaires familiales. Il s'appelle Antoine Dubois. Il est réputé pour être tenace et très humain. » Ce nom, Antoine Dubois, résonna en Camille comme une bouée de sauvetage lancée dans une mer déchaînée. La décision était prise. Camille ne pouvait plus rester. Lucas la croyait faible, dépendante, prête à tout accepter pour préserver les apparences. Elle allait lui prouver le contraire. Quelques jours plus tard, alors qu'il était en déplacement professionnel, elle commença à agir. Elle passa des heures sur les sites d'annonces immobilières. Trouver un appartement décent à Lyon avec un budget limité et 2 enfants était un défi. Finalement, elle trouva une annonce pour un 3 pièces dans le quartier de la Croix-Rousse. C'était plus petit, moins luxueux, mais les photos montraient un lieu avec du charme et de la lumière. Elle appela le propriétaire, un certain Antoine. La voix au téléphone était calme et posée. Ils convinrent d'une visite pour le lendemain. C'était un premier pas, fragile mais déterminé, vers une nouvelle vie. Elle se sentait terrifiée, mais aussi, pour la première fois depuis des jours, incroyablement vivante. Le lendemain, elle visita l'appartement. Il était au 3e étage d'un immeuble ancien, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres donnant sur les toits de la Croix-Rousse. L'endroit avait une âme. Le propriétaire, Antoine, était un homme d'une 40aine d'années, au regard direct et bienveillant. Il lui fit visiter les lieux sans poser de questions indiscrètes, sentant sans doute sa détresse. « Il est simple, mais il est solide et bien isolé. Le quartier est parfait pour les enfants, » dit-il simplement. Camille se sentit immédiatement en confiance. « Je le prends, » dit-elle, presque sur un coup de tête. Elle avait besoin de ce nouveau départ. Alors qu'il signait le bail, elle remarqua une carte de visite sur son bureau. Antoine Dubois, avocat au barreau de Lyon. Le cœur de Camille manqua un battement. C'était lui. L'avocat que Manon lui avait recommandé. C'était un signe du destin, elle en était sûre. Un étrange mélange de choc et de soulagement la parcourut. « Vous êtes l'avocat que mon amie Manon m'a conseillé, » balbutia Camille, encore sous le choc de la coïncidence. Antoine la regarda, un léger sourire aux lèvres. « Le monde est petit, surtout à Lyon. Alors, vous êtes la personne dont elle m'a parlé. Asseyez-vous, Camille, racontez-moi tout, mais cette fois en tant que votre avocat. » Ils s'installèrent dans le salon de l'appartement désormais sien. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, créant une atmosphère intime et protectrice. Camille lui raconta tout, la trahison, la confrontation, les menaces à peine voilées de Lucas. Antoine l'écouta attentivement, sans l'interrompre, prenant des notes. Sa présence était rassurante. Il ne la jugeait pas. Quand elle eut fini, il la regarda droit dans les yeux. « Il utilise les enfants et sa carrière pour vous faire peur. C'est une tactique classique. Ne vous laissez pas intimider.
nous allons nous battre. Pour vous et pour vos enfants. Quelques jours plus tard, Camille déménagea. Avec l'aide de Manon, elle emballa l'essentiel en une journée pendant que Lucas était au bureau. Elle laissa une lettre courte et concise sur la table de la cuisine. « Je suis partie avec les enfants. Mon avocat te contactera. » Expliquer la situation à Léa et Hugo fut la chose la plus difficile qu'elle ait jamais eue à faire. Elle leur parla d'une pause, d'une nouvelle maison pour un temps. Hugo était trop petit pour comprendre, mais le regard de Léa était plein de questions et d'une tristesse qui brisait le cœur de sa mère. En arrivant dans le nouvel appartement de la Croix-Rousse, avec les cartons empilés et l'odeur de peinture fraîche, Camille sentit un poids immense sur ses épaules. Mais en voyant ses enfants explorer leur nouvelle chambre, elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. C'était leur refuge, loin du mensonge et de la tension. La réaction de Lucas fut explosive. Il l'appela, hurlant, l'accusant d'avoir kidnappé ses propres enfants. Il la menaça de lui prendre la garde, de la ruiner, de la détruire. Camille, tremblante mais suivant les conseils d'Antoine, resta calme. « Toute communication passera désormais par nos avocats, Lucas, » dit-elle avant de raccrocher. La guerre était déclarée. Lucas lança immédiatement une procédure en référé pour obtenir la garde des enfants, arguant de son instabilité financière et de sa décision impulsive. Il se présentait comme un père dévoué et une victime. Antoine prépara leur défense méticuleusement. Il rassembla des témoignages de l'école, du pédiatre, des amis, tous attestant que Camille était une mère exemplaire et la principale figure parentale. Il expliqua à Camille que la première bataille serait cruciale pour la suite. L'audience devant le juge aux affaires familiales fut une épreuve. Camille vit Lucas, accompagné de son avocat et de Chloé, qui l'attendaient ostensiblement dans le couloir du palais de justice. C'était une provocation délibérée. Dans la salle, Lucas joua le rôle du père éploré, affirmant que Camille était sous l'emprise d'une dépression et avait agi de manière irrationnelle. Quand ce fut au tour d'Antoine de parler, il fut brillant. Avec calme et précision, il démonta un par un les arguments de la partie adverse, présentant des preuves de la stabilité de Camille et soulignant que c'était le comportement de Lucas qui avait provoqué la crise. Le juge, une femme d'expérience, écouta attentivement. La décision tomba rapidement. La résidence des enfants était fixée chez la mère. Lucas obtenait un droit de visite et d'hébergement classique. C'était une première victoire immense. En sortant, Camille sentit le regard haineux de Lucas sur elle. La guerre n'était pas finie. Malgré la victoire, la vie de Camille était un combat quotidien. Elle devait augmenter ses contrats de traduction pour joindre les deux bouts, travaillant tard dans la nuit, une fois les enfants couchés. Lucas, furieux de la décision du juge, se montrait odieux. Il payait la pension alimentaire avec retard et critiquait constamment les choix de Camille devant les enfants. Un soir, il dépassa les bornes. Il débarqua à l'appartement, prétextant avoir oublié quelque chose, accompagné de Chloé. Celle-ci, le ventre légèrement arrondi, se pavanait dans le petit salon, examinant le mobilier avec un sourire condescendant. « C'est donc ici que vous vivez maintenant ? C'est pittoresque, lança-t-elle. Camille sentit le sang lui monter à la tête. « Sors de chez moi, toi et elle, maintenant, » dit-elle à Lucas, la voix blanche de colère. Il ricana. « Bientôt, ce sera moi qui vivrai ici avec mes enfants, et tu n'auras rien. » Cette intrusion fut la goutte d'eau. Camille comprit que Lucas ne reculerait devant rien. Antoine, mis au courant, devint plus déterminé encore. « Il cherche à vous pousser à la faute. Il veut vous briser psychologiquement. Mais il a fait une erreur. Il vous a sous-estimé. » Il commença à creuser plus profondément dans la vie de Lucas. Il sentait que quelque chose clochait. La réussite de Lucas était trop rapide, trop fulgurante. Il contacta un ami, Julien, qui travaillait dans la même entreprise que Lucas. Au détour d'une conversation dans un café, Julien, qui n'appréciait guère l'arrogance de Lucas, lâcha une information capitale. Il y a des rumeurs, des tensions avec le grand patron et des soupçons sur des fuites d'informations vers notre principal concurrent. Personne n'a de preuves, mais le nom de Lucas circule. Une nouvelle piste, dangereuse mais potentiellement décisive, venait de s'ouvrir. Antoine décida de suivre cette piste avec la plus grande prudence. Il savait que de telles accusations,
si elles étaient de fausses, pourrait se retourner contre sa cliente. Il engagea un détective privé discret pour enquêter sur le train de vie de Lucas et sur ses contacts. Pendant ce temps, Camille essayait de maintenir un semblant de normalité pour ses enfants. Elle organisait des sorties au parc, des après-midi crêpes, luttant pour que leur innocence soit préservée de la laideur du conflit. Sa relation avec Antoine évoluait. Leurs conversations dépassaient souvent le cadre purement professionnel. Il lui parlait de son propre divorce des années auparavant, de sa relation avec son fils adolescent. Camille se sentait écoutée, comprise. Une complicité naissait entre eux, un lien fragile tissé de respect mutuel et d'épreuves partagées. Le rapport du détective arriva quelques semaines plus tard. Il n'y avait pas de preuves irréfutables, mais des éléments troublants, des rencontres discrètes avec des cadres de l'entreprise concurrente, des dépenses qui dépassaient largement son salaire officiel. Antoine sentait qu'il était proche du but, mais il lui manquait la pièce maîtresse. C'est alors qu'il eut une idée audacieuse. Il se fit passer pour un chasseur de tête et contacta Élodie, l'assistante personnelle du PDG de l'entreprise concurrente, sous prétexte de lui proposer un poste. Lors de leur rencontre, il la mit en confiance et, habilement, amena la conversation sur l'éthique en entreprise. Élodie, une jeune femme consciencieuse et mal à l'aise avec certaines pratiques, finit par craquer. Elle lui avoua avoir été le témoin d'une réunion nocturne secrète où Lucas Chernov avait remis une clé USB contenant des données stratégiques en échange d'une mallette. Antoine savait qu'il tenait sa bombe, mais convaincre Élodie de témoigner serait difficile. Elle avait peur de perdre son emploi, peur des représailles. Il passa des heures à lui parler, non pas en avocat, mais d'humain à humain. Il lui expliqua l'enjeu. Il ne s'agissait pas seulement d'un divorce, mais de la protection d'une mère et de ses enfants face à un homme prêt à tout pour gagner. « Vous avez le pouvoir de rétablir la justice, » lui dit-il. Finalement, touché par l'histoire de Camille et tourmenté par sa conscience, Élodie accepta. Elle fournirait son témoignage. Antoine planifia sa stratégie pour l'audience finale sur le partage des biens. Il allait faire d'une procédure civile le théâtre d'une révélation explosive. Le jour de l'audience finale arriva. L'atmosphère dans la salle du tribunal était électrique. Lucas, plus arrogant que jamais, était là avec Chloé. Il était convaincu de gagner, de récupérer l'appartement et de ne laisser à Camille que des miettes. Son avocat plaida que tous les biens avaient été acquis grâce aux revenus de Lucas et que la contribution de Camille, en tant que mère au foyer, était négligeable. Camille sentait la panique monter. Mais un regard d'Antoine la rassura. Quand ce fut son tour, Antoine fut bref. Il déclara simplement « Madame la juge, pour démontrer le véritable caractère de Monsieur Chernov et l'existence de revenus dissimulés, je demande à appeler un témoin surprise à la barre. » L'avocat de Lucas protesta, mais la juge, intriguée, accepta. « Faites entrer le témoin. » La porte de la salle d'audience s'ouvrit et Élodie entra. Elle était pâle mais résolue. Lucas la reconnut instantanément et son visage se décomposa. La panique se peignit sur ses traits. Il se tourna vers son avocat, murmurant furieusement. Antoine commença son interrogatoire doucement. « Mademoiselle, pouvez-vous nous dire en quelle capacité vous connaissez M. Chernov ?» D'une voix claire, Élodie décrivit la réunion secrète. Elle parla de la clé USB de l'échange, des informations confidentielles qui avaient été vendues. À chaque mot, la tension dans la salle montait. Lucas, hors de lui, se leva en criant « C'est un tissu de mensonges, elle ment !» Le marteau de la juge claqua. « Monsieur Chernov, un mot de plus et je vous fais expulser. » Mais le coup de théâtre ne s'arrêta pas là. Antoine avait fait citer le PDG de l'entreprise de Lucas comme témoin de moralité. L'homme qui avait été informé juste avant l'audience des soupçons qui pesaient sur son employé était assis au fond de la salle. En entendant le témoignage d'Élodie, son visage devint livide de fureur. Il se leva et, sans se soucier du protocole, lança d'une voix tonnante à travers la salle « Chernov, vous êtes viré !» Ce fut le chaos. Lucas, voyant sa carrière et sa vie s'effondrer en direct, perdit tout contrôle. Il se jeta presque en direction de la barre des témoins en hurlant des insultes. Les gardes durent intervenir pour le maîtriser et l'escorter hors de la salle sous le regard médusé de l'assemblée.
Chloé, quant à elle, s'était éclipsée discrètement dès les premières secondes du témoignage. Après cet éclat, la fin de l'audience fut rapide. La juge, visiblement choquée par ce qu'elle venait d'entendre, rendit son jugement. Compte tenu de la mauvaise foi manifeste de Lucas et des preuves de revenus occultes, elle accorda à Camille une prestation compensatoire substantielle et la moitié de tous les biens, y compris l'appartement familial. Camille était libre. En sortant du palais de justice, elle respira l'air frais comme si c'était la première fois. Elle avait gagné. Plus que de l'argent ou un appartement, elle avait regagné sa dignité. Antoine la rejoignit sur les marches. « On a réussi, Camille, » dit-il, un sourire sincère illuminant son visage. Pour la première fois depuis des mois, Camille sourit aussi, un vrai sourire, libéré de toute angoisse. La victoire avait un goût doux, mais l'histoire n'était pas terminée. Quelques jours plus tard, alors qu'Antoine rentrait chez lui tard le soir, il fut agressé dans le parking de son immeuble. 2 hommes l'attendirent dans l'ombre, l'un d'eux était Lucas. Aveuglé par la haine et le désir de vengeance, il le roua de coups. « C'est de ta faute, tu as tout détruit » hurlait-il. C'est un voisin, alerté par le bruit, qui mit les agresseurs en fuite et appela les secours. Camille reçut un appel de l'hôpital en pleine nuit. Le cœur glacé d'effroi, elle confia les enfants à Manon et se précipita au chevet d'Antoine. Le voir allongé là, le visage tuméfié, brisa quelque chose en elle. Ce n'était plus son avocat, c'était l'homme qui l'avait sauvé, et il avait payé le prix de sa liberté. Camille passa les jours suivants à l'hôpital, jonglant entre ses enfants, son travail et ses visites à Antoine. Elle lui apportait des livres, des repas, mais surtout sa présence. Assise près de son lit, dans le silence de la chambre, elle réalisa l'ampleur de ses sentiments pour lui. Il s'était battu pour elle comme personne ne l'avait jamais fait. Il l'avait vue au plus bas et l'avait aidée à se relever. Une tendresse infinie et un sentiment nouveau, plus profond que la gratitude, grandissaient en elle. Antoine, de son côté, se remettait lentement. Il minimisait l'agression, mais Camille voyait la douleur dans ses yeux. Il était plus touché par l'inquiétude qu'il lui causait que par ses propres blessures. Leur lien déjà fort devint indestructible dans l'épreuve. Lucas fut rapidement arrêté. L'agression, combinée à l'enquête pour espionnage industriel, le menait tout droit vers une peine de prison. Un jour, Camille reçut un appel de sa part, depuis le centre de détention. Sa voix n'était plus arrogante, mais brisée, suppliante. « Camille, je t'en prie, demande à ton avocat de retirer sa plainte. Je suis finie. Pense aux enfants, ils ne peuvent pas avoir un père en prison. » Camille sentit un reste de pitié, mais il fut vite balayé par le souvenir du visage d'Antoine à l'hôpital. « Tu aurais dû penser aux enfants avant de te comporter comme un monstre, Lucas. Assume les conséquences de tes actes. » Elle raccrocha, fermant définitivement le chapitre le plus sombre de sa vie. Quand Antoine sortit enfin de l'hôpital, Camille était là pour le raccompagner. Le retour dans son appartement fut étrange. Il semblait vide. Ils restèrent un long moment en silence dans son salon, puis il se tourna vers elle. « Camille, pendant toutes ces semaines, une seule chose m'a aidé à tenir. Pensez à vous, à votre courage. » Sa voix était emplie d'une émotion sincère. Il fit un pas vers elle. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je crois que c'est réciproque, Antoine, » répondit-elle dans un souffle. Il prit doucement son visage entre ses mains et l'embrassa. C'était un baiser doux, timide, plein de promesses et de soulagement. C'était le baiser d'un nouveau commencement. Quelques mois plus tard, la vie avait repris un cours paisible, mais entièrement nouveau. Camille avait vendu l'appartement du 6e arrondissement et, avec sa part, avait acheté un bel appartement lumineux, non loin de chez Antoine. Elle avait relancé sa carrière de traductrice avec succès, se sentant plus épanouie que jamais. Léa et Hugo s'étaient habitués à leur nouvelle vie. Ils adoraient Antoine, qui passait beaucoup de temps avec eux, leur montrant une facette de la figure paternelle, faite de patience et de jeu, qu'ils n'avaient jamais vraiment connue. Ils ne remplaçaient pas leur père, ils leur offraient autre chose, un équilibre et une affection sincère. La petite famille recomposée prenait forme, pas à pas, avec une douceur infinie. Un dimanche matin, le soleil inondait le nouvel appartement.
L'odeur des croissants chauds remplissait la cuisine. Camille, Antoine, Léa et Hugo étaient attablés, riant aux éclats à cause d'une blague d'Hugo. C'était une scène de bonheur simple, presque banale. Mais pour Camille, elle avait la valeur d'un trésor. En regardant Antoine expliquer patiemment une règle de jeu à sa fille, et Hugo grimper sur ses genoux, elle sentit une vague de gratitude l'envahir. Elle avait traversé l'enfer, mais elle en était sortie plus forte, plus libre. Elle avait perdu une vie de faux semblants pour en gagner une, authentique et pleine d'amour. La douleur du passé n'était plus qu'une cicatrice lointaine, le rappel qu'elle avait survécu et qu'elle avait eu le courage de se battre pour son bonheur. Antoine et Camille prirent leur temps, construisant leur relation sur des bases solides de confiance et de communication. Ils ne cherchaient pas à effacer leurs passés respectifs, mais à les intégrer pour bâtir un avenir commun. Antoine lui apprit à faire à nouveau confiance, tandis que Camille lui rappelait la joie simple du quotidien familial. Il y eut bien sûr des défis, des ajustements, comme dans toute nouvelle relation, mais ils les affrontaient ensemble, en équipe. Un soir, alors que les enfants dormaient, ils étaient assis sur le balcon, contemplant les lumières de Lyon. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé pouvoir être à nouveau aussi heureux », lui confia Antoine. Camille posa sa tête sur son épaule. « Moi non plus. On dirait que parfois, il faut tout détruire pour pouvoir tout reconstruire en mieux. » Lucas fut condamné à une peine de prison ferme pour l'agression et l'espionnage industriel. De sa prison, il écrivit quelques lettres aux enfants, mais elles étaient maladroites, pleines d'apitoiements. Léa les lisait, puis les rangeait sans commentaire. Son père était devenu un fantôme, une figure lointaine et triste. Quant à Chloé, elle avait disparu de la circulation après le scandale, accouchant seule de son enfant et quittant Lyon pour refaire sa vie ailleurs. Leur histoire, bâtie sur le mensonge et l'égoïsme, s'était effondrée aussi vite qu'elle était née, ne laissant derrière elle que des ruines. Camille n'éprouvait plus ni haine ni colère, seulement une profonde indifférence. Leur destin n'était plus le sien. Un an après le procès, Camille et Antoine organisèrent une petite fête dans leur appartement pour célébrer leur première année ensemble. Manon était là, ainsi que quelques amis proches. Les enfants couraient partout, leur rire remplissant l'espace. À un moment, Antoine prit la parole. Il remercia tout le monde d'être là, puis son regard se posa sur Camille. « Il y a un an, j'ai rencontré une cliente. Aujourd'hui, je veux demander à la femme que j'aime, la femme la plus courageuse que je connaisse, de devenir ma femme. » Il posa un genou à terre, sortant un écrin de sa poche. Les larmes de joie coulant sur ses joues, Camille répondit un « oui » qui venait du plus profond de son cœur, sous les applaudissements de leurs amis et les cris de joie de Léa et Hugo. Leur mariage fut une cérémonie simple et intime à la mairie de Lyon, entourée de ceux qu'ils aimaient. Léa était une adorable demoiselle d'honneur et Hugo portait fièrement les alliances. Il n'y avait pas de faste, pas de faux semblants, seulement l'évidence de deux personnes qui s'étaient trouvées et qui avaient choisi de s'aimer. En échangeant leurs vœux, Camille regarda Antoine et vit en lui son partenaire, son confident, son meilleur ami. Elle avait appris, de la manière la plus dure, que l'amour n'est pas un conte de fées, mais un choix conscient, un engagement quotidien. Et elle avait choisi le bonheur, la vérité et la paix. Sa nouvelle vie ne faisait que commencer, et elle était plus belle que tout ce qu'elle avait osé imaginer. Ainsi, la trahison de Lucas, qui aurait dû détruire Camille, est devenue le catalyseur de sa renaissance. Le coup de théâtre au tribunal, avec ce témoin que personne n'attendait, n'a pas seulement révélé un crime d'entreprise, il a exposé la véritable nature d'un homme et a rendu sa liberté à une femme. Les conséquences furent terribles pour Lucas, qui a tout perdu par sa propre cupidité et sa violence. Mais pour Camille, cette épreuve a ouvert la porte à un amour inattendu et sincère avec Antoine, l'homme qui fut d'abord son avocat, puis son sauveur et enfin son âme sœur. Ensemble, avec Léa et Hugo, ils ont prouvé que, même après la plus sombre des tempêtes, il est possible de reconstruire une famille, plus forte et plus heureuse. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cette histoire de courage et de justice vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits et à partager votre avis dans les commentaires.
Et vous, croyez-vous qu'une terrible épreuve peut parfois être le point de départ d'une vie meilleure?